Bonsoir à Bonsoir à tous. toutes et tous. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Bonsoir à Bonsoir tous. Christophe. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Hélène. Bonsoir Jean-Olivier. Alors on est ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau live Parlons Finance. On est ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous régulier maintenant. Donc on vous présente encore tous nos vœux pour cette nouvelle année puisqu'il est encore temps. On est le 24 janvier, donc il reste encore quelques jours pour vous souhaiter les vœux. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Christophe Tapia, dirigeant de Sony Asset Management. Directeur de développement, il est associé, il est fondateur de Sony. Ravi de t'accueillir, Christophe. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là avec vous. Je reviendrai sur ta présentation. C'est vrai que ça fait près de 20 ans qu'on se connaît avec Christophe. Donc voilà, on fait partie des vieux briscards. Donc l'objectif est de vous dresser un panorama sur les marchés obligataires et d'évoquer l'année 2022, une année historique. J'aurai le plaisir d'animer ce live avec mon associée Hélène Barrousset. Avec plaisir. Donc dans un premier temps, on va essayer d'éclaircir tout ça pour tout le monde. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire un point rapide sur le centre du patrimoine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais refaire un rapide tour d'horizon. Puis, dans un deuxième partie, on abordera donc le sujet, on rentrera dans le vif du sujet. Obligations, marché des taux, où est-ce qu'on en est? Christophe, tu nous feras un point sur tout ça. Est-ce qu'il est encore intéressant d'investir dans les obligations plus que jamais? On parlera de fonds datés aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet que vous lisez au moins régulièrement dans toute la presse financière. Donc, on reviendra sur le sujet et on a le bon interlocuteur pour en parler ce soir. Je précise que Xavier Girard est parmi nous ce soir, même s'il n'intervient pas, mais il pourra répondre à toutes vos questions, notre associé. Si derrière, vous avez des questions, n'hésitez pas à l'interroger, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Centre du patrimoine, donc c'est un acteur de la gestion privée. Pour ceux qui nous connaissent, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on s'est créé. Aujourd'hui, on a une relation particulière et assez unique avec nos clients. On les suit dans la durée. On conseille plus de 450 familles. C'est aujourd'hui un actionnariat purement familial. Et aujourd'hui, nos principales qualités qu'on essaie de développer en tous les cas, c'est la proximité, la réactivité et la stabilité de la relation dans le temps. Sujet régulièrement évoqué avec nos clients. Dont ils se plaignent régulièrement de la part de leurs interlocuteurs financiers. Et ils ont souvent des changements d'interlocuteurs et nous, c'est un peu justement notre qualité principale. On offre la stabilité dans le temps à tous nos clients. Alors aujourd'hui, Christophe Tapia, dirigeant de Sony Asset Management, tu pourrais peut-être un petit peu revenir sur Sony. Sony, ça a plus de 12 ans d'existence maintenant. 12 ans, pile. Ouais. Et tu pourrais nous dresser un petit peu le panorama de Sony dans un premier temps, bien sûr. Alors, Sony Asset Management, on partage beaucoup de choses en commun avec ce que vient d'expliquer Jean-Olivier. Donc, on est un acteur indépendant, une société de gestion indépendante, agréée par l'autorité des marchés financiers. L'indépendance est très important dans notre univers et dans notre métier, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure quand on parlera un peu plus en détail de ce que c'est une obligation, comment fonctionnent les marchés et ainsi de suite. Donc l'indépendance, c'est une vraie vertu aujourd'hui, et il y a 1000 raisons de croire que cette indépendance va perdurer dans nos métiers, c'est un point important. On a créé Sony sur un concept, une idée un peu atypique, dans le sens où aujourd'hui, les sociétés de gestion en France, il y en a beaucoup, il y en a 672 pour vous donner une espèce de repère global. Et on a encore une particularité, c'est qu'on est la seule société de gestion en France à avoir aux manettes de la gestion un ancien gérant de fonds euros. Alors c'est pas neutre, et d'ailleurs, quand on va parler de gestion obligataire tout à l'heure, évidemment, d'avoir un ancien gérant de fonds euros aux manettes, ça a beaucoup de sens. Parce qu'évidemment, ça ne vous aura pas échappé, mais les fonds en euros sont essentiellement composés d'obligations. Et donc, d'avoir quelqu'un qui a été au cœur du réacteur de ces fameux fonds en euros, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on pourra en débattre tout à l'heure. Il pourrait y avoir des questions autour de ces obligations et ces fonds en euros. Le match obligations-fonds en euros, c'est un vrai sujet. Donc, on s'est beaucoup déployé autour de tout ça. Alors que ce soit pour des personnes physiques ou pour des personnes morales, les personnes physiques autour du relais, de trouver des relais de performance au fonds en euros, les personnes morales pour trouver effectivement des relais de performance aux produits sans risque que sont les comptes à terme ou les dépôts à terme. Voilà, c'est l'univers dans lequel on est aujourd'hui et dans lequel on navigue plutôt confortablement. Alors surtout, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, n'hésitez pas à poser vos questions. On fera le relais des questions et on essaiera de répondre bien sûr à toutes vos interrogations. Profitez-en
comme l'a dit Christophe aujourd'hui, il y a un savoir-faire particulier chez Sony par cette compétence proche du fonds euro et de l'obligataire plus généralement. Alors Christophe, pour le coup, 12 ans chez Sony, mais avant, il y avait aussi un parcours fondateur de plusieurs, très actif dans l'industrie de la gestion financière et de la gestion de taux. Et je crois qu'avant, tu étais également dans une belle maison que nous avons aussi connue très bien, qui s'appelle Tocqueville Finance. Donc, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui, Christophe. Merci. On va essayer comme disait Hélène tout à l'heure, de débroussailler tout cela. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez, Christophe et Hélène. Donc, on va faire un point rapide sur le contexte économique, les sentiments de marché aujourd'hui. Donc, pour ça, Christophe, je te laisse prendre la main. Ouais. Et bien évidemment, on reviendra sur les sujets. On n'hésitera pas à te poser des questions et à te délivrer les questions de nos clients. Ok. Bon, alors on va passer assez vite sur les indicateurs. Voilà. Il s'est passé beaucoup de choses en 2022. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, le premier message très fort que j'ai envie de vous passer, c'est que pour ceux qui auraient un doute, voilà, aujourd'hui, ceux qui commandent et ceux qui décident et ceux qui font les marchés financiers sont essentiellement les banques centrales. Alors, vous avez tous entendu parler de la Banque centrale européenne, dirigée par Christine Lagarde, ou de la Banque centrale américaine qu'on appelle la Fed. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ensemble des acteurs sur le marché, l'ensemble des agents économiques sont totalement tributaires de l'ensemble de ces décisions de banque centrale. Donc ça, c'est un paradigme nouveau, c'est un point qui est essentiel. Et évidemment, tous ces agents économiques sont toujours un peu fébriles en attendant des décisions de banque centrale, savoir est-ce qu'elles vont monter les taux, est-ce qu'elles vont baisser les taux. Et cette notion de taux d'intérêt de banque centrale va être finalement quelque chose qui va dicter ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, ces banques centrales, elles font quoi? Elles font deux choses. Elles agissent sur les taux d'intérêt, et on y reviendra tout à l'heure parce que ça va être le thème de la présentation sur le marché obligataire, mais elles agissent aussi sur la dette des États et sur ce qu'on appelle la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire tout l'argent qui est déversé dans l'ensemble des systèmes financiers, actions, obligations, immobiliers ou autres. Et donc, de ce fait, c'est un acteur incontournable qui fait un peu la pluie et le beau temps dans l'univers des produits financiers. Alors, quand je parle de masse monétaire en circulation, il y a un élément qui ne vous aura pas échappé, c'est que globalement, eu égard à tout ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années post-Covid, on a vu bon nombre d'États déverser beaucoup d'argent dans le système pour sauver l'économie, pour aider les ménages, pour aider les entreprises. Et tout cet argent s'est amoncelé à un moment donné en même temps, au même endroit. Et c'est ce qui a créé un sujet important et brûlant, qui est le sujet de l'inflation. Donc on y reviendra tout à l'heure. C'est un sujet qui est évidemment très important quand on parle d'allocation d'actifs, quand on parle de gestion obligataire, quand on parle de rémunération. Voilà, ce paramètre inflation, c'est un paramètre qu'il va falloir prendre en compte et on y reviendra tout à l'heure. Là, aujourd'hui, sur ce slide, vous voyez que globalement, sur l'année 2022, tout va plutôt vers le bas. On reviendra dans le détail sur ce qui s'est passé. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année a été un peu compliquée, mais on y reviendra également sur les taux parce que ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt, on va y passer un peu de temps parce que c'est quand même quelque chose de totalement historique au sens propre du terme. Je me trompais de côté. Alors, globalement, on va passer ce slide-là. Voilà. L'inflation au centre des préoccupations, c'est un énorme sujet, l'inflation. Parce que bien évidemment, c'est un sujet que l'on attendait en Europe depuis très longtemps. Voilà, c'est un sujet que tout le monde a beaucoup attendu. L'inflation, ça ne se décrète pas. Voilà. Ce n'est pas si simple que de dire je monte les taux ou je baisse les taux. L'inflation, c'est un paramètre qui ne se décrète pas. Alors, en l'espèce, l'inflation que l'on a aujourd'hui, elle est liée à quoi? Elle est liée à ce que je disais tout à l'heure au préalable, c'est-à-dire que la plupart des États, au moment du Covid, ont dû injecter de l'argent dans le système. Et évidemment, d'un point de vue assez basique, quand vous injectez beaucoup d'argent en même temps, au même endroit, ça fait monter le prix des actifs. Évidemment, c'est en faisant monter le prix de l'ensemble de ces actifs-là qu'on génère de l'inflation. Lié à ça, vous rajoutez un petit coup de crise énergétique liée de la crise de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous avez finalement un espèce de cocktail, alors qui n'est pas très sympa, évidemment, mais qui finalement n'est pas si dramatique que cela. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'évidemment, l'inflation est passée par un pic très important. On est monté jusqu'à 9% d'inflation aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit qu'on a passé un peu ce pic d'inflation, que l'inflation redescend un petit peu et que tout cela se normalise. Alors, on va voir ce que ça va entraîner, cette normalisation. Mais l'idée, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que
Voilà, on a des paramètres un petit peu nouveaux et à force de dire que le monde a changé, il a véritablement changé et on va voir finalement ce que cela génère après dans les produits financiers, dans ce qu'on peut en attendre. Parce que ce qui est important dans l'ensemble des éléments que je vous montre là, c'est pas tant ce qu'on en pense, parce que ce qu'on en pense, on s'en fiche un peu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'on est dans une matière vivante, dans une matière où il se passe toujours quelque chose, et là, notre travail à nous, c'est de se dire finalement comment on travaille avec ces données qui nous arrivent, de l'inflation, des taux plus hauts et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est qu'on a des choses à proposer, on a des choses à faire. Alors évidemment, les équilibres changent au gré du temps, mais c'est aussi la beauté de notre métier, et on va voir, je vais essayer de vous montrer comment on peut naviguer dans ces moments qui peuvent paraître un peu tangants ou un peu chahutés. C'est sûr que ce n'est pas le lac Léman, là c'est plutôt l'Atlantique Nord. C'est plutôt assez chahuté. Et quand tu parles justement d'inflation, par exemple aux États-Unis, on est bien d'accord qu'il y a une inflation aux États-Unis et elle n'est pas tout à fait non plus la même en Europe. On est bien d'accord sur le sujet. Et quand tu parles qu'il y a des nouveaux paradigmes, c'est aussi qu'on est presque revenu plus à une normalité économique. Alors que par rapport à ce que tu disais justement sur les banques centrales font la pluie et le beau temps, et là, l'économie a un peu repris ses droits. On peut dire ça comme ça, ou tu es d'accord avec ça ou pas? Il y en a certains qui le disent. Je suis d'accord sur un tout petit peu. Voilà. Parce qu'au bout du compte, les agents économiques, bien évidemment, sont très tributaires des taux d'intérêt. Le prix de l'argent, c'est quand même essentiel. Quand vous êtes patron d'une PME ou d'une grande entreprise, la manière de se financer n'est pas exactement la même quand les taux d'intérêt sont à 0 ou quand ils sont à 4 ou 5 %. C'est-à-dire que le prix de la dette n'est pas exactement le même. Ça sous-entend que cette normalisation, elle va entraîner des choses où les gens vont plus réfléchir à s'endetter ou à la manière de s'endetter. Quand l'argent est gratuit, finalement, je ne vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais on est peut-être un peu moins diligent, on fait peut-être un peu moins attention, et en tout cas, on est un peu moins précis sur ces business models. Quand l'argent coûte, vous réfléchissez à 2 fois à vous endetter, peut-être pas sur les mêmes volumes, peut-être pas sur les mêmes durées. Donc, ça entraîne beaucoup de points très positifs. Ça veut dire que les entreprises vont devoir effectivement parfois se réinventer ou réfléchir différemment. Et ça, c'est un point essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, de piloter nos gestions sur la durée. C'est ça qu'on cherche à faire. Christophe, est-ce qu'on peut dire également, en complément de toute cette analyse, que finalement, on a eu 2 événements majeurs depuis 16 ans, 15 ans, que sont la crise 2007-2008 pour ceux qui l'ont vécu, ce qu'on a appelé la crise des subprimes, et la crise financière, qui a modifié profondément le comportement des banques centrales. Et le deuxième événement, qui est la crise Covid, sur lequel, là, c'est un événement exogène, mais pour le coup, événement qu'on a géré, voilà, les marchés financiers ont été très fortement chahutés pendant 3 semaines, un mois. Après, il a fallu une certaine normalisation. Et puis finalement, cette inflation, elle vient donc juste après la crise Covid et après 15 années, finalement, où les marchés ont été, où les liquidités ont été injectées massivement. Sans trop de raisons. Si, il y avait des raisons, mais en tous les cas, on a mis de l'huile dans le moteur, mais sur un moteur qui avait du mal à reprendre. Et pour rejoindre ce que disait Hélène, pour le coup, aujourd'hui, on est passé d'un coup à une inflation à 0, proche de 0, une croissance proche de 0, des taux négatifs, à finalement une reprise d'inflation forte, des taux d'intérêt, on va en parler juste derrière, boum, qui donc augmente. Et est-ce que ce n'est pas un contre-coup de ce qui s'est passé depuis 15-16 ans, en fait? Alors évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Tu as bien résumé les différentes séquences. Les séquences, il y a effectivement cette crise de 2008 sur les subprimes. Après, il y a aussi une belle crise en 2011 sur la dette souveraine. C'est un sujet qui est quand même pas neutre. Pourquoi les banques centrales ont dit qu'aujourd'hui elles décident? C'est qu'elles ont repris la main pour essayer finalement d'éviter d'avoir des chocs qui soient trop violents. Voilà, on en reparlera quand on parlera de dette tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui on pose beaucoup de questions sur la dette italienne. Est-ce qu'on pourrait imaginer de nouveau avoir une crise de dette souveraine avec l'Italie? Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en fait, le fait d'avoir un acteur aussi puissant que les banquiers centraux, c'est assez rassurant quand même pour les marchés financiers parce qu'on sait que ces différentes banques centrales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, ne vont pas laisser déraper l'économie n'importe comment. Donc ce côté un peu interventionniste, alors évidemment, ça bat en brèche un petit peu l'économie libérale qu'on a appris à la fac, parce que cette économie libérale, elle est quand même de moins en moins libérale quand même. C'est ce que je disais. Elle est de plus en plus administrée quand même, mais on va dire que les libéraux sont contents quand l'administration fait le travail dans le sens des libéraux. Enfin voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue, mais c'est un peu l'idée dans laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a parlé de normalisation, c'est un élément très juste. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on va réussir à se nourrir de ce qui s'est passé avant
et comment ça va se passer demain. Le travail le plus important pour nous, et qui finalement est certainement aussi le plus important pour vous, c'est d'essayer de se projeter et de se dire, voilà, ces nouveaux éléments, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce que ça a du sens? Et on va voir que cette normalisation, elle entraîne un champ des possibles qui s'est largement élargi. Et ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on a la possibilité de faire plein de choses différentes. A fortiori sur les obligations, a fortiori sur le crédit, c'est dont on va parler. Et ça, c'est un élément qui est nouveau, parce que ça faisait 6 ou 7 ans où, finalement, on avait des taux qui étaient très bas, on va y revenir tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que le champ des possibles pour nous est beaucoup plus large. Et donc, c'est intéressant pour nous, pour vous et pour les clients finaux. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer au fur et à mesure. Alors justement, j'ai une question qui rejoindra un petit peu ce qu'on vient de se dire. La question, tu y répondras certainement par la suite, c'est on se dirige vers une normalisation de l'inflation autour de 4,5. Ça, c'est un de nos clients qui pose la question. En tous les cas, c'est l'inflation cible qu'aujourd'hui on aborde régulièrement dans la presse financière ou au travers des actualités. La question, c'est est-ce que cette stabilisation ne va-t-elle pas modérer l'intérêt du marché obligataire? Donc, je te permettrai tout à l'heure, soit tu réponds maintenant, soit tu réponds après. Non, c'est une bonne question. On va donner une brique de réponse maintenant. Ce qui est sûr, c'est que la hausse des taux et l'inflation, ça change radicalement l'ensemble de l'univers obligataire. Maintenant, on verra tout à l'heure est-ce qu'il y a de l'intérêt ou pas. Mais en tout cas de cause, ce qui est sûr, c'est que ces deux paramètres-là changent radicalement l'ensemble de l'univers dans lequel on se situe. Donc, on y reviendra tout à l'heure avec des exemples très précis pour savoir si effectivement, avec cette inflation à 4 ou 5%, on a une capacité assez facile à trouver des obligations qui rémunèrent à minima comme l'inflation, ou plus que l'inflation, ou moins que l'inflation. On verra le champ des possibles, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on verra finalement au travers d'exemples ce que l'on peut faire ou pas faire, et puis si ça vous intéresse pas, vous plaît ou vous plaît pas, après c'est la liberté de chacun, mais on va pouvoir, c'est un sujet qui est essentiel, qui va finalement driver l'ensemble de ce qu'on va se dire sur les 30 prochaines minutes. Alors, nous, avec Hélène, en rendez-vous régulièrement avec nos clients, justement, on a tendance à dire que depuis 16 ans, finalement, on a eu une banque centrale très interventionniste pendant 16 ans sur l'injection des liquidités et rachat de dettes des pays. Et finalement, aujourd'hui, on en est toujours à regarder ce que font les banques centrales. Aujourd'hui, on parle de niveau d'inflation et de pivot. Tu vas y revenir. Est-ce que concrètement, il y a une tendance aujourd'hui, on se dit, est-ce que le pivot de l'inflation est passé ou pas? Est-ce qu'on a atteint le pic de l'inflation et le pivot des banques centrales qu'on attend dans les prochains semestres, on va dire dans les 6 prochains mois? Est-ce qu'à un moment donné, on va attendre la stabilisation des taux d'intérêt sur les banques centrales pour qu'après, elles puissent rebaisser un petit peu leur taux? On n'en est pas encore là. Mais la grande question, c'est est-ce que le pic inflationniste est passé? Quelle est la vision de Sony par rapport à ça et ta vision? Alors, de façon assez basique, oui, le pic est passé, mais ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire que le pic, comme dans tous les extrêmes, finalement, en mathématiques, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui est important, c'est à quel niveau, durablement, l'inflation va se stabiliser. C'est ça qui nous importe. Bon, qu'il y ait des coups de chaud de temps en temps, bon, c'est la vie des affaires, c'est la vie des marchés financiers. Je veux dire, c'est pas le plus important, mais ça corrobore la question que posait votre client tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, à quel niveau obligataire d'inflation on va se stabiliser? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 3? Ça, c'est un sujet qu'on va traiter également tout à l'heure avec différents éléments. Et ben voilà, on va rentrer dedans, hein, parce que c'est pas le tout de parler autour de ce qui se passe. La question, c'est finalement comment ça se passe sur le marché obligataire. Et là, des choses à dire, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, juste un petit point de forme hein, pour ceux qui ne seraient pas habitués comme nous à cet univers des marchés financiers. Bon, il y a deux grandes classes d'actifs hein, aujourd'hui dans l'univers des produits financiers, que sont les actions et les obligations. C'est deux actifs un petit peu différents. Juste pour vous donner des notions de taille, aujourd'hui, le marché des obligations, c'est le plus grand marché du monde. Pour vous donner un repère chiffré, les obligations dans le monde, c'est 300 000 milliards de dollars. En relation et en comparaison, le marché des actions, c'est un peu moins de 80 000 milliards de dollars. Donc, globalement, le marché des obligations et du crédit, c'est 4 fois plus gros que le marché des actions. Alors, ce n'est pas forcément le marché le plus connu, mais c'est le marché sur lequel il y a le plus d'intervenants, le plus d'acteurs et sur lequel il y a le plus d'argent. D'accord ? Pour le coup, j'ai lancé le sondage. Connaissez-vous le fonctionnement d'une obligation? Bon, donc, je vous en prie, vous pouvez y répondre. Ça permettra de connaître un peu le fonctionnement. Et justement, on va revenir sur les principes de fonctionnement d'une action et d'une obligation. Christophe va très bien nous l'expliquer. Et quand on voit la taille du marché obligataire,
par rapport au marché action. Finalement, on connaît bien mieux le marché action que le marché obligataire. En tous les cas, on sait ce que c'est une obligation. On sait, pardon, ce que c'est une action plutôt qu'une obligation. Et pourtant, sa taille est beaucoup plus importante en termes de marché, en termes de volumétrie. Oui, alors. Bon, globalement, nos clients connaissent le fonctionnement d'une obligation. C'est rassurant en rendez-vous. C'est rassurant, ça veut dire nous agissons correctement. C'est ça, c'est déjà très rassurant. Bon, alors on va gagner du temps, alors faut tant mieux. Non, ce qui est intéressant dans cette différenciation, c'est de quelle nature. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une obligation, c'est assez simple, c'est un actif contractuel. Voilà. Contrairement à une action qui est un titre de propriété, une obligation, c'est un actif contractuel dans lequel vous avez deux éléments majeurs qui sont une durée et un taux. Pour résumer, une oblige, c'est un contrat, une durée, un taux. C'est l'actif le plus visible. Voilà, quand un émetteur, une société émet un emprunt, n'importe quoi, Renault dit voilà, je vais émettre une obligation le 24 janvier 2023, une obligation qui va arriver en échéance le 24 janvier 2026 sur une durée de 3 ans pour un niveau de rémunération de 4%. Voilà, on a l'ensemble des éléments qui composent une obligation. Alors après, il y a 2-3 éléments techniques qu'on va regarder tout à l'heure, mais finalement, c'est ça une obligation, c'est un emprunt émis par une société pour financer son développement. Dans le cadre d'une action, c'est tout l'inverse, c'est un titre de propriété, où là, vous pouvez recevoir des dividendes, vous pouvez recevoir autre chose, mais vous ne recevrez pas un coupon comme dans une obligation. Et ce qui est important, c'est que finalement, l'évolution de ces deux actifs dépend bien évidemment du marché financier, mais ce qui est intéressant, c'est que, à la différence d'une action, dans une obligation, vous avez une notion de temps. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une obligation, elle a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Dans une action, vous n'avez pas de point de départ, pas de point d'arrivée. Et ce qui est intéressant dans une obligation, c'est pour ça que ça intéresse bon nombre d'investisseurs, c'est que quand une société comme Renault émet un emprunt pour 3 ans en janvier 2023, la question qui se pose, c'est est-ce que Renault va être capable de rembourser son emprunt dans 3 ans, le 24 janvier 2026 ? Si on pense que la réponse est oui, et bien on va investir sur l'obligation Renault, on va toucher des coupons tous les ans, et à la fin des 3 ans, on va récupérer son capital. Voilà. Donc ça, c'est une visibilité qui est la plus forte possible. Les coupons, pour rappeler, Christophe, parce que tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec les coupons, si ça ne t'ennuie pas. Les coupons, c'est la rémunération de l'emprunt. Voilà. Donc ça, c'est voilà, tous les ans, vous allez toucher un pourcentage qui est, alors là, en espèce, j'ai dit 4%. Hein. Et le coupon, c'est assez basique, c'est très mathématique. C'est 1/365e par jour. Voilà, c'est comme ça que s'incrémente la rémunération d'une obligation. Si en face de ça, je vais acheter une action Renault, l'action Renault, vous pouvez l'acheter de la même manière, sauf que vous pouvez la garder 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, 10 ans, 100 ans, ce que vous voulez. Il n'y a pas de durée de fin. Et donc, de fait, l'évolution des actions, l'action va évoluer en fonction de ce qui se passe sur les marchés financiers. Et vous n'avez aucune visibilité sur le remboursement de votre action ou à quel moment elle va être payée ou à quel moment vous allez récupérer le capital que vous avez investi. Ce qui est tout l'inverse sur une obligation, parce que sur une obligation, vous savez à l'échéance ce que vous allez récupérer comme capital. Donc, c'est deux actifs radicalement différents. Bien évidemment, en termes de ce qu'on peut en attendre en termes de résultats, ce n'est pas exactement la même chose non plus. Hein, évidemment, vous avez un risque qui naturellement est plus important sur les actions que sur les obligations, mais votre rémunération en face peut être plus élevée aussi. Donc, c'est un doux équilibre entre les deux, et c'est ça qui est un point si important. Voilà, c'est assez simple, in fine, je ne vais pas y faire 2 heures parce que j'ai compris que… Alors, juste pour finir sur action-obligation, pour faire une synthèse, qu'on soit bien d'accord, entre l'action et l'obligation, c'est 2 modes de financement qui existent pour l'entreprise. D'accord ? Ça fait appel au marché dans les 2 cas, mais pas dans les mêmes conditions. Sur la partie action, tu l'as très bien dit, concrètement, une action dépend de la santé financière de l'entreprise et du marché. Oui. On a un titre de propriété, comme tu l'as dit, sur lequel on a droit aux dividendes et à participer aux assemblées générales. De l'autre côté, une obligation, c'est un emprunt. Donc, un emprunt, c'est comme si vous alliez à la banque demain pour emprunter de l'argent, c'est la même chose. Là, pour le coup, l'entreprise demande au marché de l'argent et passe un contrat avec le marché en lui disant la durée, le taux. Donc, à quel moment elle va rembourser l'obligation, la maturité. Et à partir de ce moment-là, l'obligation, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est qu'entre le moment où elle est émise et le moment où elle est remboursée, elle a quand même une vie sur le marché. C'est-à-dire qu'elle fluctue à la hausse ou à la baisse. D'accord ? Donc, concrètement, le contrat est rempli si on va au terme de l'obligation. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Et ces 2 modes de financement, qui sont complémentaires, qui ne sont pas forcément à opposer, mais qui peuvent être complémentaires et qui fonctionnent un petit peu différemment entre l'action et l'obligation. Donc, j'espère que là, on a synthétisé.
Et comme tu dis, il ne faut pas qu'entre guillemets, il y ait eu un défaut aussi par rapport, par exemple, imaginons que Renault ait fondu les plombs entre les deux. Alors, juste pour aller sur ce que tu dis, Hélène, c'est important. Imaginons que vous détenez une action Renault et une obligation Renault. Renault dépose son bilan. Si vous êtes actionnaire de Renault, vous récupérez 0. Si vous êtes créancier obligataire, en tant que créancier obligataire, vous êtes un créancier de premier rang. Donc, sur tous les défauts obligataires qui ont eu lieu depuis maintenant 20 ans, chacun des créanciers obligataires a récupéré entre 20 et 50% de sa mise. C'est aussi une différence majeure entre un porteur d'action et un porteur d'obligation, surtout si ça se passe très mal. Le gérant obligataire est plus protégé que l'actionnaire qui, lui, a pris le risque de faillite et pour le coup, lui, il perd tout son argent. Voilà, c'est une différence majeure également. Avant, on l'a dit, un contrat, une durée, un taux. Voilà, donc, vous êtes devenus des spécialistes obligataires en 3 minutes. Voilà, c'est assez basique. Mais c'est un point essentiel. Tu expliques très, très bien, Christophe. C'est pour ça que là c'est très clair. Voilà. Je vous avais prévenu que c'était l'homme de la situation ce soir. Alors, où on en est aujourd'hui, le point qui est important, s'il y a une chose à retenir, une deuxième chose après le fait que les banques centrales soient aux manettes, le deuxième élément qui est essentiel, c'est qu'on vient, en 2022, de refermer une parenthèse de l'histoire qui était une anomalie. L'anomalie, c'est quoi? C'est qu'au cours des 6-7 dernières années, avant 2022, on avait une rémunération des emprunts d'État français, allemands, italiens, qui était autour de 0%, voire même de temps à autre de façon négative. Alors, un taux négatif, ça veut dire quoi? Pour être sûr qu'on parle le même langage, imaginons qu'en janvier 2022, on va prendre le 10 ans allemand, vous souhaitiez prêter 100 € à l'Allemagne. Vous donniez 100 € à l'Allemagne et vous étiez sûr que 10 ans plus tard, c'est une éternité, vous récupériez 99,80 €. Voilà, c'est ça les taux négatifs. D'accord? Donc, évidemment, on s'y est tous habitués, mais in fine, c'était une aberration, c'était une anomalie. Là, cette parenthèse de l'histoire, elle est fermée. Alors, ça s'est fait de façon très violente, on va y revenir. Cette normalisation dont on parle, ce n'était pas fait de façon très simple, mais in fine, c'était avant où c'était une anomalie. D'avoir des taux à 0, prêter de l'argent à quelqu'un qui vous le rend sans intérêt, ça n'avait que peu d'intérêt, d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Ce qui s'est passé en 2022, c'est que les taux d'intérêt ont monté. Voilà, pour faire simple, celui qui avait acheté de la dette française à 10 ans en janvier 2022, ça le rémunérait 0,20. Et là, aujourd'hui, en janvier 2023, on est un peu en dessous de ce qu'on avait en octobre, mais on est autour de 2,6-2,7%. Alors, justement, j'ai lancé le sondage. Tu as donné un peu la réponse, Christophe? Désolé. J'ai lancé le sondage que tu m'as demandé de mettre en place juste avant. Donc, quel était le niveau de l'OAT 10 ans aujourd'hui? Est-ce qu'on est à 2,58, à 1,30 ou à moins 0,3? Donc, je vous laisse répondre. Normalement, vous allez tous avoir juste. Logiquement, vous devriez avoir juste. Celui qui a faux, ça ne va pas être bon. Non, mais bon, c'est un sujet qui est tellement brûlant et qui est tellement important que c'est vrai qu'on a du mal à garder sa langue. Ça sous-entend quoi aujourd'hui? Alors pour le coup, quand même, juste pour rappel, que tout le monde puisse comprendre dans le temps ce qui s'est passé. Septembre 2021, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, non. Il y a 18 mois, l'OAT 10 ans était à moins 0,20, moins 0,30. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était à peu près ça. Début janvier 2022, on était à plus 0,10, plus 0,20. Fin d'année 2022, on clôture l'année à plus de 3% ou à près de 3% sur l'OAT 10 ans. Depuis, on appelle ça, dans un terme technique, les taux se sont détendus. Il y a eu une détente sur les taux longs. On est passé de 3% à 2,58. Mais aujourd'hui, on est passé en 18 mois d'un taux négatif à un taux à 2,58 donc au 24 janvier 2023. En 18 mois, on a pris près de 2,80, 2,90 d'écart entre l'OAT 10 ans septembre 2021 et l'OAT 10 ans janvier 2023. Donc c'est quand même un énorme écart. Et on peut parler, pour le coup, on en a moins parlé dans la presse parce que justement c'est un peu plus technique,
Là aussi, c'est inversement proportionnel. Vous voyez tout à l'heure, il y a beaucoup plus de marchés d'obligations que de marchés d'actions. Pourtant, on connaît mieux les actions que les obligations. Mais à contrario, là, c'est pareil. Sur les obligations en 2022, on peut dire qu'on a vécu un véritable, j'aime pas trop le terme, mais pourtant on l'a vécu, c'est un véritable krach obligataire. Alors, c'est plus qu'un krach, hein, c'est un séisme. Hein. Parce Je vais que vous donner j'avais- un repère quand même, parce qu'au-delà des chiffres, ça veut dire quoi cette évolution des taux? Ça veut dire que celui qui aurait eu l'idée de génie d'acheter de la dette française à 10 ans en janvier 2022, aujourd'hui, il aurait perdu 25% de son capital. Avec un coupon de 2,5%, 2,58%, pas besoin de faire de grandes études de mathématiques, ça veut dire qu'il faut 10 ans aujourd'hui pour récupérer son argent. Ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, c'est que l'actif le plus sécurisé, que ce soit la dette française ou allemande d'ailleurs, c'est la même chose, l'actif le plus sécurisé a été plus violemment attaqué que l'actif le plus risqué. Acheter des actions en 2022, c'était moins risqué que d'acheter de la dette allemande à 10 ans. C'était un non-sens. C'est là où on parle de normalisation ou de choses qui se sont faites dans le sang. Mais au bout du compte, ça ne s'est jamais produit avec autant de violence. Donc c'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous avez une dette française à 10 ans qui rémunère 2,50, ça sous-entend d'un point de vue purement opérationnel, vous ne pouvez pas avoir d'actifs financiers avec une rémunération inférieure à 2,50. La base, c'est la dette française à 10 ans. Et ça sous-entend par rapport aux questions qu'on a eues tout à l'heure sur l'inflation et les taux, ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle obligation que je vais acheter va partir d'un point de départ qui était à 0 en 2022, mais le nouveau point de départ, c'est entre 2,50 et 3. Donc, toutes les nouvelles obligations que j'achète vont être supérieures à ces éléments-là. On va voir tout à l'heure quelle est la grille de lecture de ces rémunérations. Est-ce que tu peux réexpliquer, Christophe, parce que pour tout le monde, ce n'est pas forcément évident, parce que tu dis que Bien oui, sûr. on a perdu 25%. Donc, pour nous qui maîtrisons ça sans souci, mais ce que explique que justement quelqu'un qui avait acheté, j'ai envie de dire, à 0, hein, on va schématiser à 0, et qui aujourd'hui, on pourrait se dire, bah, les taux augmentent, donc c'est bon, j'ai gagné de l'argent. Alors que non, au contraire, c'est totalement l'inverse, parce que ça s'est déprécié. Peux-tu expliquer le mécanisme, Oui. s'il te plaît? Alors, le mécanisme, il est assez simple. Une obligation, c'est un calcul mathématique. Je vais vous faire simple. Quand vous avez des taux qui sont à 0, si les taux montent de 1% sur une durée de 10 ans, votre obligation, elle se déprécie en capital de 9%. Alors, pourquoi elle se déprécie? Parce que tout simplement, quand vous avez une nouvelle obligation à 1%, celui qui veut acheter une obligation préfère acheter l'obligation qui était à 1% que celle qui était à 0. Parce qu'évidemment, c'était plus sympa d'avoir 1% de coupon que 0. Donc finalement, celle qui valait 0, elle se déprécie en valeur au profit de celle qui vaut 1%. Si ce 1% il se transforme en 2, c'est la même chose. Celui qui veut acheter une obligation préfère acheter l'obligation à 2% que celle qui est à 1%. Donc celle-ci se déprécie aussi. Et plus vous êtes sur une durée longue, plus les taux montent, plus votre actif en portefeuille se déprécie. Ça, c'est dans ce sens-là. Mais ça sous-entend que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui acheté de la dette française à 10 ans à 2,5%, si ça passe de 2,5% à 1,5%, évidemment, votre dette s'est largement renchérie. Et donc, globalement, ce que vous avez perdu, c'est les 9% que vous avez perdu d'un côté, vous les regagnez de l'autre. C'est un jeu de vase communicant, les obligations. Voilà, mais c'est purement mécanique, hein, c'est purement mathématique. Il n'y a pas de poésie dans une obligation. Hein, c'est vraiment des maths pures. Voilà, et donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec l'évolution de taux. Le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a les gens qui étaient déjà investis dans l'univers obligataire. Et là, pour cela, le choc a été très rude. Et puis, il y a les autres qui n'étaient pas investis dans l'univers obligataire et qui décident effectivement de revenir aujourd'hui. Alors évidemment, la situation est beaucoup plus simple aujourd'hui. Hein. C'est plus facile d'acheter une obligation quand les taux sont élevés que quand les taux sont très faibles. Sachant qu'en plus, le risque, il est passé derrière vous parce que finalement, vous n'avez pas été perturbé par la hausse des taux qu'on a vécu. Donc ça, c'est un point qui est vraiment essentiel et on va essayer de revenir avec des exemples pour vous dire un peu ce qu'on peut imaginer de trouver en termes de rémunération. Le point qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que avec une dette française à 10 ans qui se rémunère entre 2,50 et 3, ça change l'ensemble des équilibres. Globalement, aujourd'hui, pour vous donner un équilibre global, une dette française à 10 ans, ça rémunère entre 2,50 et 3. Les obligations du secteur privé, on va dire de meilleure qualité, donc des sociétés comme Total, Air Liquide, Suez ou autres, ces obligations-là, elles se rémunèrent entre 3,50 et 4. Ensuite, vous avez des obligations de moins bonne qualité, qui restent de jolies obligations, type sociétés comme Renault, la Fnac, Free, pour donner des opérateurs et des gens que vous connaissez.
Ces obligations-là, aujourd'hui, elles se rémunèrent entre 5,5 et 6,5%. Et puis après, encore au-dessus, pour des obligations encore plus risquées que du Renault, si toutefois on peut imaginer que Renault c'est risqué, ou que Fnac c'est risqué, ou que le prix c'est risqué, on peut avoir, en fonction de plus le risque est important, plus on va avoir un niveau de rémunération important. C'est un élément qui a changé radicalement par rapport en janvier 2022. En janvier 2022, globalement, le niveau de rémunération entre une très belle obligation et une très moche obligation était très faible. Globalement, vous aviez autour de 1% pour une obligation très belle et autour de 2,5% pour une obligation, on va dire, très moche. Ce qui fait que les gens n'allaient pas beaucoup sur les très moches, entre guillemets, parce que justement, le risque n'était pas payé. On est bien d'accord. C'est ça. Exactement. C'est bien ça, si je résume. C'est tout à fait ça. Le propre d'un gérant obligataire, c'est que moi, je veux bien prendre du risque si on me paye pour le risque que je prends. Voilà. Aujourd'hui, prendre une société qui est très endettée, sur laquelle il peut y avoir des difficultés et pour laquelle on va me rémunérer 2%, je préfère acheter une société sans risque comme Total qui me rémunère 1%. Voilà. Je trouve que le risque, le différentiel de 1% n'est pas suffisamment sexy pour me donner envie d'acheter ce type d'obligation, par exemple. Donc alors qu'aujourd'hui, ça a changé. Parce que vraiment, oui. Et ça, c'est pour un petit peu, pour parler un peu à nos clients, on est d'accord qu'on parle dans le langage financier de high yield ou d'investissement grade, justement, donc en fonction, parce que pour les clients, ça peut être pas mal de savoir quoi et quoi, parce que ça, c'est pas forcément évident. Donc, si tu peux justement dire entre tes très belles, qu'est-ce que c'est, et les très moches, et justement pour ces deux marchés, pour bien les expliquer, si ça ne te dérange pas. Oui, alors globalement, c'est comme à l'école. Ces sociétés, elles sont notées. Et comme à l'école, c'est la même chose. Les meilleures, elles ont 3A, et les moins bonnes, elles ont 3C. Alors, c'est marrant, moi j'ai plein d'enfants, ils comprennent très bien. C'est vraiment voilà. Donc, globalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est que voilà, les 3A, c'est les mieux notés. Et donc, plus vous êtes bien noté, moins vous prenez de risques. Et par capillarité, moins vous avez de rémunération, ce qui est assez logique. Moins vous êtes bien noté, plus vous prenez de risques, plus vous avez de rémunération. D'accord ? Maintenant, la grille de lecture est un peu différente parce que la notation ne suffit pas. Pour analyser une entreprise, ce n'est pas juste la note. Ce qui est important, c'est comment la note elle est faite et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui nous importe. D'accord ? Et bien évidemment, nous, notre travail après, c'est d'étudier les différents business models des sociétés pour savoir si dans l'horizon de temps de l'emprunt, elles sont capables de rembourser la dette. Je vais vous donner deux exemples que vous allez comprendre très aisément. Je parlais de Free tout à l'heure. Voilà. Free, un opérateur téléphonique que tout le monde connaît, voilà, un des leaders en France. Donc, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre Free d'un côté et de l'autre, qu'est-ce que je vais prendre Europcar. Voilà, très bien. Deux univers, deux sociétés qui ont la même notation. D'un côté, j'ai une société avec des abonnements sur lesquels j'ai une très bonne visibilité sur l'argent qui va rentrer tous les jours dans le bilan de Free. De l'autre côté, Europcar, une société qui doit effectivement émettre de la dette parce que tout simplement mettre à jour un parc automobile, c'est assez consommateur de cash. De l'autre côté, chez Free, mettre à jour des réseaux et en termes de technologie, c'est aussi beaucoup consommateur de cash. Donc, les deux boîtes sont très endettées, mais leurs revenus ne sont pas exactement les mêmes. D'accord ? Et nous, la question qu'on se pose, c'est imaginons que demain, on rentre dans un cycle qui est plus dur. On a beaucoup parlé de récession haute. Imaginons qu'on rentre dans un cycle de récession. Si demain, ça va moins bien, je suis à peu près sûr que vous n'allez pas couper votre abonnement de téléphone, votre abonnement Internet. Alors moi, si je fais ça, mes enfants, ils me coupent la tête, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, je suis sûr que vous n'allez pas faire ça. En revanche, si ça va un peu moins bien, si votre business est un peu plus sous pression, si votre boulot marche un peu moins bien, vous n'allez peut-être pas partir en week-end, vous n'allez peut-être pas louer une voiture. Et au lieu de louer une Porsche, peut-être que vous louerez une Panda ou une Smart ou autre chose. C'est exactement ça notre travail. C'est d'essayer de voir quels sont les modèles qui sont finalement les plus pertinents dans un horizon de temps donné et dans un horizon de business model donné. C'est ça notre travail au quotidien. Alors nous, évidemment, vous l'avez compris, on fait du fric de l'Europcar, voilà, et ça, on le fait sur toutes les obligations qu'on achète en portefeuille. Donc j'ai compris, l'idée, c'est de trouver de la résilience dans les titres que vous allez avoir en fonction des évolutions économiques qui pourraient se dégrader et des facteurs économiques qui pourraient se dégrader, comme une récession dont on parle tant aujourd'hui, à échéance 2023, mi-2023 aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant d'avoir en tous les cas ces réponses. Alors, j'ai une question qui m'est posée. Le high yield était tout de même bien rémunéré avant 2022. Question d'Olivier ce soir. Très bien. Voilà, alors, donc Christophe. Alors, ça dépend ce que l'on appelle bien rémunéré. Dans notre univers, évidemment, tout est de façon relative. Le high yield,
le high yield, c'est pour ceux qui ne seraient pas familiers, vous avez deux catégories dans les obligations. Vous avez l'investment grade, qui sont les meilleures notes, donc de triple A jusqu'à triple B. En dessous, vous avez le high yield à partir de double B+, jusqu'à triple C. Entre double B+, double B, double B-, B+, B, B-, triple C, vous avez toute une couche de notation qui fait qu'un double B+, ou un triple C ne va pas être rémunéré de la même manière. Sur la frange haute du high yield, tout ce qui est double B, double B+, la rémunération ne nous paraissait pas forcément très sexy. Pour aller chercher une rémunération qui était cohérente, il fallait plutôt aller chercher du simple B, voire du triple C. Et là, pour le coup, pour un client particulier, c'est très complexe. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, on est passé un peu vite quand on a fait le match action-obligation. Juste pour vous donner un repère, en tant que particulier, acheter une action, ce n'est pas très compliqué. Acheter une obligation, c'est bien plus dur. Déjà, vous n'avez pas accès au marché et surtout, quand vous achetez une ligne obligataire, ce qu'on appelle une souche, le minimum de souche que vous pouvez acheter, c'est 100 000 €. Donc, inutile de vous dire que si vous voulez avoir un portefeuille diversifié avec 30 à 40 obligations, 30 à 40 fois 100 000, il faut une somme d'argent substantielle pour pouvoir avoir un portefeuille obligataire plutôt diversifié. Et c'est un marché qui s'adresse plus à des professionnels qu'à des particuliers. Je ferme la parenthèse, mais c'était pour aller plus loin que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la différence entre action et obligation. Donc aujourd'hui, le high yield est effectivement un peu mieux rémunéré que l'investment grade, parce que pour vous donner un repère, en janvier 2022, une obligation totale, ça serait rémunéré 0,10, 0,20. Voilà. La même chose qu'un emprunt d'État français, globalement. Voilà. Des obligations un peu plus risquées rémunérées entre 2,5 et 3. Voilà. Et donc aujourd'hui, on avait du high yield qui pouvait rémunérer jusque 5, mais un niveau de risque qui était plutôt important et sur lequel vraiment on pouvait se faire des cheveux blancs. Aujourd'hui, l'intérêt de ce marché, c'est qu'on se fait un peu moins de cheveux blancs et que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de la rémunération entre 8 et 10, alors que d'un point de vue très confortable, j'ai une rémunération entre 5 et 6. Voilà. Donc ça, c'est une question existentielle qu'on va essayer de développer au travers des fonds datés. Mais c'est sûr que le high yield avait quand même un meilleur moteur de performance avant 2022, mais nous, il nous semblait que le moteur était quand même pas si gros par rapport au risque pris, et donc on préférait faire parfois autre chose. Parce que quand tu parles de risque pris, on est bien d'accord, c'est toujours le risque de défaut de paiement à terme, on est bien d'accord. Absolument. Globalement, pour faire simple, je vais vous résumer ça très simplement. Le travail d'un gérant obligataire, c'est de savoir est-ce que dans l'horizon de temps défini, la société va rembourser son emprunt. De façon un peu abrupte, la performance économique de l'entreprise ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la performance comptable. C'est deux choses radicalement différentes. Quand vous êtes gérant action, ce qui vous intéresse, c'est la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices futurs. En tant que gérant obligataire, ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est de vous dire, est-ce que Renault, en 2026, va rembourser sa dette? Voilà. Après, est-ce que Renault va faire mieux que Stellantis? On s'en fout. Voilà. C'est pas le sujet. Quand vous êtes gérant action, vous pouvez vous dire lequel je fais, lequel est le plus intéressant. Moi, je m'en tape, alors je préfère Stellantis, voilà, point. Mais après, voilà, c'est pas ce sujet-là. Okay. Alors, on a pour le coup, on a dressé un panorama complet donc des obligations, des actions, on voit comment ça fonctionne. Je pense que nos clients là pour le coup, c'est plus clair. Donc, on va rentrer maintenant dans l'explication des fonds datés. Il y a beaucoup de propositions aujourd'hui sur le marché des fonds datés. Je crois qu'il y a besoin d'avoir une petite explication. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour réussir à tout rentrer. Donc, il faut qu'on soit efficace. Mais donc maintenant, on rentre dans l'explication. Qu'est-ce qu'un fonds daté et comment ça marche? Alors, un fonds daté, c'est quoi? C'est un fonds qui va être composé entre 50 et 70 émetteurs différents. D'accord? Donc, globalement, on l'a dit tout à l'heure, une oblige, je vous rappelle, c'est un contrat, une durée, un taux. Donc ça, c'est le point de départ. L'avantage d'un fonds daté, on va parler d'un fonds, par exemple, Sunny Opportunité 2025, c'est que vous allez acheter des obligations avec une durée de vie donnée. Dans un fonds comme Sunny Opportunité 2025, vous allez acheter des obligations dont la maturité, donc l'échéance, d'accord, du contrat va arriver au plus tard en décembre 2025. D'accord? Quand vous achetez une obligation, vous avez le choix de faire deux choses. Vous avez le choix de l'acheter pour le rendement qu'elle procure, de la mettre dans votre portefeuille et d'attendre la date de remboursement où la société va dire voilà, merci de m'avoir prêté cet argent-là, je vous rends l'argent que vous m'avez prêté, pendant toute la durée de vie où vous m'avez prêté cet argent, vous avez touché une rémunération, le fameux coupon dont on a parlé tout à l'heure avec Hélène, et donc on a la rémunération globale de mon obligation. Ça, c'est un premier choix. Et vous avez un autre choix dans les obligations, c'est de dire finalement, j'achète une obligation Renault
que je paye 90% de sa valeur. Et puis finalement, tout d'un coup, elle passe de 90% de sa valeur à 95%, donc j'ai gagné un petit 5%. Je décide de vendre mon obligation. Une obligation comme une action, on peut l'acheter et la vendre tous les jours. Dans un fonds à échéance, on a une stratégie de gestion qui est très spécifique, qu'on appelle une stratégie de portage. Et donc le portage, comme son nom l'indique, c'est de dire j'achète une obligation pour le rendement qu'elle me procure et je la porte de façon systématique jusqu'à l'échéance du contrat. Voilà. Et un fonds daté, c'est ça. D'accord? Donc, plus évidemment le temps passe, plus mon risque baisse, plus je me rapproche de l'échéance, plus j'ai une visibilité sur la capacité de l'entreprise à rembourser cette dette. Et c'est comme ça qu'on pilote un fonds daté. Le vrai intérêt de ce fonds daté, c'est qu'on a une visibilité sur le rendement et la durée. Ce que l'on ne connaît pas en revanche, et on va y revenir tout à l'heure, c'est la séquence de rémunération. D'accord? Parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, une obligation, la valeur d'une obligation fluctue au rythme du marché, au rythme des taux d'intérêt. Mais nous, dans un fonds daté, cette fluctuation nous importe peu, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est exactement ce que j'expliquais juste au préalable, c'est de dire, est-ce que les émetteurs que j'ai dans mon portefeuille vont arriver à maturité dans l'horizon de temps donné? Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand vous faites un fonds daté, par définition, vous devez définir un élément qui est essentiel, c'est la durée, c'est le temps. Et on l'a dit tout à l'heure, un des éléments fondamentaux dans la gestion obligataire, c'est le temps. Alors, là, il peut y avoir un choix en termes de durée. Nous, aujourd'hui, on part du principe, de façon un peu ardue, voilà, que ce n'est pas parce qu'on a l'impression que tout est plus facile dans l'univers obligataire avec les taux qui ont beaucoup monté, qu'il faut finalement baisser la garde et faire n'importe quoi. Nous, on pense que malgré tout, il y a des écueils. Les écueils, à notre avis, il y en a deux. Le premier, c'est le temps. De façon très pragmatique, aujourd'hui, la courbe des taux, donc c'est un truc pentu comme ça, historiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, plus j'achète une obligation sur une durée longue, plus je suis rémunéré. Voilà. Et c'est logique parce qu'on prend un risque sur une durée plus longue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc la phrase que l'on dit dans notre univers, c'est de dire finalement la duration ne paye pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète une obligation sur une durée 2025 ou sur une durée 2028, je vais avoir grosso modo le même niveau de rémunération. Et donc de ce fait, si on paye la même chose pour acheter une obligation qui va aller en maturité 2025 ou 2028, de façon très simple et avec beaucoup de bon sens, je préfère acheter l'obligation la plus courte. Parce qu'évidemment, plus le temps est court, moins je porte de risque. Parce que là, on n'a rien inventé. Alors moi, je veux bien acheter une obligation 2028, mais il faut qu'on me paye pour le risque. Il faut qu'on me paye pour les 3 ans de durée de plus. Parce que si on ne paye pas plus pour 3 ans de plus, aucun problème, je préfère acheter une durée d'obligation très courte. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Je vais même aller un peu plus loin pour vous donner un autre repère, alors, sans vous chambouler tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, si vous prêtez de l'argent aux États-Unis sur une durée de 2 ans, la rémunération de l'emprunt américain à 2 ans, c'est 4,2%. Si vous prêtez de l'argent à l'État américain à 10 ans, la rémunération, c'est 3,5%. Alors, vous avez bien compris, plus je suis court, plus je suis payé. C'est un non-sens. Ça va se normaliser à un moment donné d'une manière ou d'une autre, mais c'est la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ce fait qu'on a décidé, nous, plutôt d'avoir un fonds 2025 qu'un fonds 2028, en se disant, 2025, c'est demain, on est en janvier 2023, et au bout du compte, si on paye la même chose pour un 25 que pour un 28, je préfère acheter une durée plus courte. Ça, c'est le premier écueil, et j'espère que c'était très clair. Deuxième écueil. Alors, pour le coup, on a une question, Christophe, qui rejoint exactement ce que tu viens de dire. C'est assez amusant parce que tu as répondu à ce moment-là, au moins on avait la question. Certains gestionnaires proposent des fonds datés sur des durées assez longues, parfois supérieures à 6 ans ou égales à 6 ans, arguant que cela permettrait de passer sans embûche la période actuelle compliquée pour les entreprises. Donc, ce nid est plutôt sur 3-4 ans, mais tu viens de le dire. Concrètement, aujourd'hui, le choix de ce nid, c'est de se dire que concrètement, aujourd'hui, l'augmentation de la durée, augmenter la durée de détention ne permet pas d'augmenter significativement le rendement. Absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autant prendre son rendement sur 3 ans plutôt que de prendre le même rendement sur 6 ou 8 ans, surtout qu'en plus, pour le coup, on aura toujours la capacité d'arbitrage à échéance 2025. Oui, non, mais absolument. Aujourd'hui, honnêtement, 6 ans,
dans l'univers dans lequel on est, c'est une éternité. Il peut s'en passer des choses sur 6 ans. Ouais, si on reprend les 6 dernières années, c'est sûr que… Mais juste les 3 dernières, Hélène, déjà. Pas la peine d'amener… Les 3 dernières, on est bien d'accord. 2020, 2021, 2022, Ouais. à votre bon cœur, monsieur, dame. Il faut y aller quand même. Oui, c'est clair. Donc, après, il y a un élément qu'on dit souvent, c'est-à-dire que l'obligataire est souvent l'ami du bon sens. Quand le bon sens reprend sa place dans l'univers obligataire, c'est plutôt bon signe. Voilà. Aujourd'hui, c'est des paramètres assez évidents. Si vous avez posé une question dans un sondage, est-ce que vous préférez gagner 5 sur une durée de 3 ans avec peu de risques ou 5 sur une durée de 8 ans avec beaucoup de risques? Bon, ben voilà, la réponse, elle est dans la question. La question ne se pose pas. Donc, la duration, aujourd'hui, c'est un premier sujet et c'est le premier écueil qu'il faut évacuer. Et nous, on pense que voilà, il peut se passer plein de choses. Après, peut-être qu'en 2025, on fera un fonds daté 2028. Voilà, ou peut-être qu'en 2024, on lancera un autre fonds daté 2027, 2028. J'en sais rien, mais en tout état de cause, il faut être pragmatique une chose après l'autre. Donc ça, c'était le premier écueil, la durée de vie. Le deuxième écueil, c'est l'endettement des sociétés. Alors ça, c'est un point un peu plus technique, mais que vous allez comprendre facilement parce qu'il est essentiel. On l'a dit tout à l'heure, globalement, plus une boîte est endettée, plus le risque, effectivement, qu'elle fasse ce fameux défaut dont on parlait est important, sauf si le business model est très bon. Mais surtout, le point important, c'est que les boîtes très endettées aujourd'hui, elles se sont endettées à des niveaux de taux qui étaient égaux à 0. Aujourd'hui, elles vont devoir, à un moment donné, refinancer leurs dettes à des niveaux de taux qui vont être plutôt autour de 4 ou 5%. Donc, bien évidemment, la question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que telle entreprise ou telle autre va être capable de supporter la charge financière de la dette qu'elle va contracter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines boîtes très endettées qui passeront sans problème et d'autres qui ne passeront pas. Quand je dis elles ne passeront pas, ça veut dire quoi? Elles feront défaut et elles ne seront pas capables de rembourser la dette. Et tout notre travail, à Sony et à l'équipe de gestion obligataire de chez moi, c'est de dire, voilà, est-ce que dans cet horizon de temps, je vais être capable effectivement de rembourser ma dette? D'où le fait aussi que cet élément-là vient appuyer l'élément d'avant, c'est-à-dire bien évidemment, j'ai plus de visibilité sur une durée courte, sur une capacité à rembourser sa dette que sur une durée très longue dans laquelle les aléas peuvent être bien plus importants. Et on retrouve le fameux bon sens dont on parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je résume, 2 écueils, pas besoin de faire trop long et pas besoin de faire du trop endetté. Voilà. Parce que l'autre sujet aussi, c'est qu'il va falloir à un moment donné que les sociétés se réendettent. Je vais vous donner un exemple concret. Une boîte que vous connaissez peut-être tous s'appelle Faurecia. Donc Faurecia, c'est un équipementier automobile, concurrent de Valeo. Voilà, il y a 2 grands équipementiers en Europe qui sont Faurecia et Valeo. Faurecia est une très jolie société, très bien gérée. Voilà. Faurecia, ils avaient émis un emprunt il y a 4 ans et ils payaient pour cet emprunt à 4 ans 3,5% de rémunération. Et c'était très bien il y a 4 ans comme rémunération. Aujourd'hui, Faurecia vient de réémettre un nouvel emprunt parce que l'emprunt à 3,5 était arrivé à maturité, donc à échéance. Donc on a récupéré notre capital, on a touché les coupons pendant 4 ans, on était très content. Aujourd'hui, Faurecia a réémis un nouvel emprunt à 7% de rémunération. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont émis un emprunt si haut? Parce que si aujourd'hui Faurecia me dit je vous rémunère 3,50, je vais dire à Faurecia, vous êtes bien gentil, mais vous les 3,50, vous les gardez. Parce que moi, ma dette française à 10 ans, elle va me rémunérer autour de 3. Est-ce que j'ai envie de prendre du risque d'acheter une société pour 50 centimes de plus? La réponse est non. Si moi j'ai cette réflexion-là, d'autres agents économiques vont avoir la même réflexion. Et donc les entreprises vont devoir se montrer sur leurs plus beaux atouts, mettre leur plus jolie robe et leur plus joli apparat pour dire finalement, je vais vous donner un peu plus de rémunération pour finalement vous nous prêtiez cet argent-là. Et après, notre travail, ça va être de dire absolument, est-ce que Faurecia va être capable d'assumer cette charge de 7% de dette tous les ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans? Et ça, c'est notre travail au quotidien. Et c'est la nouvelle réalité obligataire dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, pour finir, 2 écueils majeurs, la durée et les boîtes très trop endettées. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête pour faire des trucs n'importe comment. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ça, on l'a déjà dit, on ne va pas y revenir. Ça, on l'a déjà dit aussi, on a été déjà… On en a fait plein, en fait. On a dit plein de choses. Sans les slides, mais on a dit plein de choses. Oui, moi, je ne suis pas un fan. On est tellement passionnés, tous les trois. C'est beaucoup plus sympathique. C'est beaucoup plus sympathique qu'avec des slides. Beaucoup de questions de la part de nos clients. Dans le coup, ça nous a permis de répondre au fur et à mesure. J'ai une autre question. Christophe, tu vas peut-être pouvoir y répondre. Tu vas y répondre puisque tu y as répondu tout à l'heure, mais j'ai une question qui dit pourquoi et comment choisir un fonds obligataire par rapport à la détention d'obligations en direct? Alors, très bonne question.
En fait, dans un fonds obligataire daté comme Sony Opportunité 2025 ou d'autres d'ailleurs, on va avoir à peu près 70 émetteurs différents, sociétés différentes. Si vous voulez construire le même portefeuille, c'est 100 000 € par ligne. 70 fois 100 000 €, ça fait 7 millions. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire, et on le fait parfois avec des clients très fortunés, on construit des portefeuilles sur mesure, voilà, où on peut choisir les obligations ensemble. Voilà, le gros intérêt d'un fonds daté, c'est que vous avez un portefeuille diversifié dans lequel vous allez avoir un nombre d'émetteurs importants avec des durées de vie déjà connues à l'avance et surtout des types de secteurs différents, des tailles de boîtes différentes, des endettements différents. Donc évidemment, en termes de diversification et de granularité du portefeuille, vous avez une réponse qui est évidemment bien plus confortable pour un client particulier que de souscrire une ligne en direct. Ou alors après, on pourrait se dire finalement, pourquoi je n'en prends pas qu'une? Voilà, j'achète l'obligation totale, 100 000 €, très bien, mais une seule obligation n'apporte pas une diversification. Et même si on peut se dire que le total ne fera pas défaut, l'intérêt quand même, c'est d'avoir un portefeuille diversifié pour avoir des niveaux de rémunération différents et au final, sortir un niveau de rémunération sur le fonds Opportunité 2025 autour de 6%. C'est ça l'objectif aujourd'hui. 70 lignes, 6% de rémunération. Et je le disais tout à l'heure, je pense que ça peut être une bonne première conclusion, même s'il y en aura d'autres. En fait, dans cet univers de temps, 2025, c'est 3 ans. Globalement, allez, j'ai autour de 6 à aller gagner par an. Ça veut dire que j'ai 3 fois 6, j'ai 18% à gagner. Ce que je ne connais pas, c'est la séquence. Est-ce que je vais faire 6 en 2023, 6 en 2024, 6 en 2025? Est-ce que je vais faire 0 en 2023, 0 en 2024, 18 en 2025? Est-ce que je vais faire 18 en 2023, 0, 0? Cette séquence-là, je ne la connais pas. Je connais mon univers de rémunération. Alors évidemment, il n'y a pas de cas extrême, les 0, 0, 18 ou 18, 0, 0. C'est pour montrer effectivement le raisonnement. Aujourd'hui, on peut imaginer d'avoir 4 une année, 7 l'année d'après, et ainsi de suite. La séquence, je ne la connais pas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le prix des obligations évolue. Et l'intérêt d'un fonds daté, c'est comme on porte toutes les obligations en même temps jusqu'à la même maturité, qu'il y ait une évolution dans l'intermède entre le 24 janvier 2023 et 31 décembre 2025, on s'en moque, parce qu'au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est le remboursement à l'échéance et lorsqu'on aura touché l'ensemble des coupons. En revanche, imaginons que le marché se soit redimensionné d'une autre manière et que toutes les obligations reviennent à leur prix de départ à 100% très vite. Si, par exemple, j'ai n'importe quoi, le 25 janvier 2025, sur les 18% à gagner, on en a gagné 17. Bon, et là, typiquement, sur un fonds daté, qu'est-ce qu'on fera? On vous rendra l'argent. Parce qu'au bout du compte, il restera 1 an de détention pour aller chercher plus que 1%. Bon, il nous semble que le risque-prix versus le temps n'a que peu d'intérêt. Dans ce cas-là, on remboursera l'argent. Voilà, c'est un des cas où on peut faire des choses un peu différentes sur un fonds daté. Mais globalement, voilà l'univers de rémunération, l'univers global dans lequel on peut se trouver. Donc, en complément de ta conclusion, Christophe, pour le coup, fonds datés ou fonds non datés, mais là, pour le coup, on fait un focus sur les fonds datés. L'intérêt des fonds datés, c'est que pour quelques milliers d'euros, voire quelques centaines d'euros, vous avez accès à une grande diversification, une grande diversité des obligations. Vous avez une durée qui est connue, un contrat qui est connu, qui vous permettra derrière de pouvoir arbitrer demain sur d'autres supports obligataires s'il y avait mieux à faire. On vous donnera des solutions. Donc, ça vous permet vraiment, pour vous, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, un fonds obligataire, ça vous permet vraiment d'avoir une belle diversification dans votre allocation d'actifs globale. Et ensuite, sur la maturité, puisqu'on nous pose souvent la question, quelle est aujourd'hui la position, notre position au niveau du centre du patrimoine, quelle est la maturité qu'on conseille? Donc, nous, on a plutôt une tendance justement à conseiller une maturité courte. Donc 2025-2026 nous paraît être la bonne solution. Christophe l'a bien mieux expliqué que nous, en tous les cas, ou en complément. Il a bien expliqué qu'aujourd'hui, la durée n'augmente pas la rémunération ou le rendement pris. Donc, à quoi bon prendre du 6 ou 7 ans si c'est finalement pour avoir le même rendement que sur 2 ou 3 ou 4 ans? Aujourd'hui, on n'en voit pas tellement l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour de tous ces éléments. Je vois qu'il y a encore des questions qui sont posées. Alors oui, fonds daté et assurance vie, bien évidemment, c'est possible. Oui, Hélène, excuse-moi. Non, mais vas-y, je t'en prie, c'était ça que j'allais répondre. Donc, je t'en prie, fonds daté et assurance vie, bien évidemment. On retrouve les fonds de Christophe, donc de Sony, dans les contrats d'assurance vie que nous avons. Donc, bien sûr, rapprochez-vous de nous. On sera à même de pouvoir vous proposer
le support de Christophe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que concrètement, avec quelques milliers d'euros, je répète, vous pouvez construire un portefeuille d'obligations, ce qui n'est pas possible avec des obligations en direct. Et encore, on parle d'obligations françaises ou européennes. Mais alors, si vous, en plus, on rajoutait la complexité des fonds, par exemple, d'une obligation sur un pays émergent, là, je ne vous raconte même pas la complexité pour y aller. Je vois la moue de Christophe. Mais justement, on peut évoquer ce sujet-là aussi quelques instants. Mais c'est vrai que c'est des choses encore plus complexes à obtenir si on part sur un autre secteur géographique qu'est l'Europe et la France. Oui, absolument. Aujourd'hui, la rémunération dans la zone euro est suffisamment cohérente. Après, vous prenez un autre risque qui est un risque de devise. Est-ce que telle devise d'un pays émergent va évoluer dans le bon sens versus l'euro? Et là, pour le coup, ça risque de venir soit dans un sens grignoter votre performance ou la rendre plus sexy, mais vous avez un aléa complémentaire. Il y a un risque complémentaire. Oui, l'intérêt d'un fonds daté, c'est de limiter le plus possible le nombre d'aléas. Voilà. Et puis attention quand même, pour un dernier point, attention au biais cognitif. D'imaginer qu'effectivement, souvent, on peut entendre, attention, si j'achète des obligations sur des durées plus longues, j'ai une capacité qui est plus facile à finalement passer des périodes qui pourraient être un peu plus difficiles. Ça, c'est un biais cognitif parce que dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Une société qui n'arrive pas à passer le cap des 2 premières années, par exemple, en termes de son emprunt, ne va pas être plus cohérente sur une durée plus longue. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, c'est un autre élément qui favorise les durées plutôt courtes. On a une petite question complémentaire. Est-ce que vous avez un choix ou des critères de choix éthiques chez Sony par rapport aux entreprises ou pas? Alors, ça dépend où on place l'éthique, bien évidemment. Voilà. Aujourd'hui, quand même, dans l'univers des marchés financiers, il y a bon nombre d'acteurs qui alors, nous le font. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est super, mais c'est un fonds. Vous savez, il y a des critères d'éligibilité. Aujourd'hui, voilà, vous avez soit SFDR 6, soit 8, soit 9. Nous, on est 8. Donc, effectivement, on a des critères d'exclusion, voilà, à l'intérieur du portefeuille. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà, mais voilà, ça se fait généralement aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui sont plutôt de très bonne qualité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des boîtes qui font de l'armement ou des choses un peu. Donc vous le respectez quand même. Oui, on respecte. Vous le respectez, clairement. Oui, et en plus, aujourd'hui, de respecter ne nous coûte pas plus cher. En plus. Donc, c'est aussi un élément qui est important. C'est-à-dire, aujourd'hui, faire de la qualité, alors, j'aime pas ce mot, mais propre, entre guillemets, c'est le même niveau de rémunération qu'un truc un peu moins propre. Oui, tout à fait. Ça donnera l'occasion d'ailleurs certainement pour nous de faire demain, quand je dis demain, dans l'année en tous les cas, un webinaire spécifique sur les critères ESG, les indices, comment ça marche. Parce que parfois on a des questions qui nous sont posées aujourd'hui sur justement les indices ESG spécifiquement. Et on constate que par exemple 2022, ben oui, 2022 c'est assez surprenant, mais finalement les indices généralistes type Eurostock 50 ou CAC 40, pour reprendre les indices français ou européens, ont mieux fonctionné que des indices spécifiques ESG parce que ben voilà, les bancaires ont bien performé en 2022, les pétrolières aussi. Et dans le coup, tous ces univers sont souvent exclus des domaines ESG. Donc voilà, donc c'est intéressant et ça fait partie des sujets qu'on pourra aborder. Oui, Christophe. Oui, juste un point que je suis peut-être passé un peu vite tout à l'heure où j'ai oublié, mais c'est un point important. On l'a un peu dit quand on parlait des obligations émergentes, mais on ne l'a pas dit dans ce qu'on fait chez nous. Nous, dans notre portefeuille, on n'investit que dans des obligations qui sont émises en euros. D'accord? Mais ce n'est pas parce que ce sont des obligations qui sont émises en euros que l'on ne travaille que sur la zone euro. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, McDonald's. Voilà. McDonald's émet des emprunts en dollars, en euros, en livres sterling. Donc, nous, on va acheter une obligation de McDonald's qui va être émise en euros. Mais ce n'est pas que des boîtes françaises ou européennes. Ça peut être Cemex, par exemple, peut-être une boîte que vous connaissez, c'est le cimentier mexicain. Voilà, le cimentier mexicain, il achète de la dette en dollars parce qu'il y a des marchés aux États-Unis. Il achète de la dette en euros parce qu'il a des marchés en Europe. Vous avez souvent vu des camions bleu, blanc et rouge marqués Cemex dessus. Voilà. Donc, ce n'est pas que des entreprises de la zone euro, mais la contrainte, il faut absolument qu'elles soient émises en euros parce que tous nos souscripteurs sont dans la monnaie euro et donc on ne veut pas avoir ce risque de change, on en parlait tout à l'heure. Et justement, ça évite l'aléa de risque de change dont tu nous parlais, c'est ça? Exactement. C'est un aléa en plus que vous ne prenez pas, on est bien d'accord. Exactement. Très bien. En tous les cas, nous espérons que vous avez passé un bon webinaire. Nous, on s'est régalé avec vous. Voilà, j'espère que Christophe, notre intervenant, a permis de vous éclairer en tous les cas sur les obligations, le marché des taux d'intérêt. C'est un marché complexe.
On va vous lancer un dernier sondage habituel. Ce sondage, est-ce que vous avez été satisfait ou pas du webinaire? Je pense qu'on a plutôt un très bon retour. On sera heureux de vous retrouver au mois de février et au mois de mars voilà, pour les Patrimo Live et les Live Parlons Finance. Ce live sera bien sûr à retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc pour les retardataires, vous aurez, ou pour ceux qui vont revoir le live, vous aurez la capacité de le revoir sur notre chaîne YouTube. Vous aurez également la capacité, bien sûr, de le partager. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est très actifs. On fait beaucoup de publications. J'avais fait aussi pas mal de publications sur les fonds euros et le marché des taux d'intérêt en fin d'année et en début d'année avec l'animation et le bal des taux d'intérêt qu'on voit arriver depuis le 1er janvier. Voilà, donc aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser des questions. Hélène, moi-même, Xavier, on est à votre dispo. Christophe, merci à toi pour ce soir, pour ta intervention magnifique. Un grand merci. J'avais dit que tu étais l'homme de la situation, voilà. Merci à toi d'avoir été là. On verra le résultat du sondage. Merci d'avoir été aussi explicite pour nos clients. Je pense qu'ils ont à peu près tout compris sur le marché obligataire. En tous les cas, ce soir, on a essayé de le faire. On a tenu à peu près le timing. Merci Hélène. Merci à vous deux. Merci Christophe. Merci à tous pour votre attention et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus en profondeur que sur chacun ou chaque type de situation. On sera là pour y répondre avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.